Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter de l'étude de modèles en éléments surfaciques et en éléments solides volumiques avec le logiciel Airfem. Donc, je suis Damien Tonnet, votre présentateur. Et également, tout au long de ce webinaire, il y aura également Monsieur Cosmasea qui sera présent en tant que modérateur et qui pourra répondre à vos questions. Pour vos questions, vous pouvez passer via l'interface donc de GoToWebinar et passer du coup par le chat pour poser toutes vos questions. Alors, dans ce webinaire, aujourd'hui, nous allons voir dans un premier temps donc sur le calcul de tout ce qui est éléments surfaciques, on va voir les modules acier qui peuvent être utiles pour le calcul de modélisation en éléments surfaciques. On va également après voir plusieurs exemples. Donc là, on va voir les trois exemples ici qui sont affichés ici. Donc des exemples qui seront réalisés sur le logiciel de calcul Airfem, donc logiciel de calcul par élément fini. Donc on va travailler sur des modèles surfaciques, des modèles solides volumiques. On va voir l'aspect, la partie maillage élément fini, l'affichage des résultats, que ce soit au niveau des éléments solides ou des éléments surfaciques ou bien même les réactions d'appui, différents points par rapport aux résultats. On verra également certains aspects par rapport aux non-linéarités possibles dans nos modèles. Et puis après, on passera aussi avec le le module RF Style Surface pour faire quelques contrôles au niveau de surface. Donc tout d'abord par rapport aux modules acier qui seront compatibles avec tout ce qui est vérification d'éléments surfaciques, on va avoir le module RF Style Surface, donc qui fait partie du module RF Style, qui permet de faire des analyses au niveau des contraintes et également de faire des optimisations au niveau des surfaces, donc par rapport aux épaisseurs. Donc RF Style Surface va permettre de contrôler les contraintes dans les éléments surfaciques modélisés et on va avoir une option d'optimisation au niveau de l'épaisseur des surfaces. On va également avoir le module RF Stability qui va permettre de faire du coup là, le calcul du facteur de charge critique par rapport au flambement généralisé. Donc il va permettre de déterminer les différents modes de flambement de notre modèle. Ensuite, on aura également RF Imp qui va être utilisé en lien avec RF Stability. Donc RF Imp va permettre de générer des imperfections et ces imperfections vont être générées à partir des modes de flambement de RF Stability. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles avec Airfem et ses modules. Et enfin, on aura un dernier module ici qui est RF MathNL qui permet de prendre en compte des comportements ou des propriétés non linéaires au niveau des matériaux. Et c'est notamment RF MathNL qui va permettre de réaliser tout ce qui est analyse plastique au niveau des éléments, notamment donc, là, des éléments surfaciques. Donc voilà quelques exemples sur les modules qui peuvent être utilisés pour tout ce qui est du coup calcul et modélisation de projets en éléments surfaciques pour des projets avec des surfaces en acier. Donc on va passer directement aux exemples. Donc on va commencer avec un premier exemple ici, donc celui du haut, ici sur des liaisons d'éléments tubulaires. Donc on va voir comment on va pouvoir créer ces éléments-là. On passera ensuite sur une modélisation ici par exemple d'une platine. Et puis on finira ici par un système ici en solide. Donc là avec par exemple des systèmes de connexion de câblage ou des choses comme ça. Donc là on sera en élément volumique, en élément solide. Donc je vais passer à Airfem. On va commencer par du coup le premier modèle.
Donc ici, on est dans l'interface du logiciel Airframe. Je vais pouvoir déjà ici, au niveau de la grille du plan de travail, je vais pouvoir la réorienter. Donc ici, je vais pouvoir choisir l'orientation du plan de travail actuel. Donc ici, je le positionne dans le plan XZ. Et ensuite, également, on peut, si on le souhaite, venir modifier ici les nœuds de la grille du plan de travail. Donc ici, je peux venir dans les paramètres du plan de travail et de la grille de saisie, venir modifier l'espacement des points de grille et par exemple les régler à 0,5 m. Donc là, derrière, il m'a réduit la zone du plan de travail. Maintenant, j'ai des nœuds qui sont espacés d'un demi-mètre d'anthrax, donc de 0,5 m d'anthrax. Donc ici, pour déjà modéliser donc le modèle tubulaire, on va avoir plusieurs possibilités. Donc je vais vous montrer deux exemples là pour arriver au même modèle. Donc ici, je vais modéliser, donc je vais juste tracer une ligne. Donc là, elle est à 3,5 mètres. Hop, je la prolonge à 4 mètres. Ici. Cette ligne-là, je vais la diviser. Donc là, je vais vous montrer une première partie où on va générer directement à partir des axes des surfaces. Donc là, je divise la ligne à une distance, ou bien je peux faire créer un nœud sur la ligne à une distance. Donc là, par exemple, à 45% du début de la ligne, donc à 1,80 m du début de la ligne. Donc ici. Et je rappelle la même fonction en appuyant en sélectionnant la touche entrée. Donc sur cette ligne-là, OK. Et du coup là, 45% en fin de ligne, OK. Donc là, j'ai les deux nœuds qui sont affichés. Je vais tracer deux autres lignes pour faire les éléments qui se connectent. Donc par exemple, donc de là à là, et puis un autre de là à là. OK. Donc là, la première possibilité, c'est de passer ici, de sélectionner la ligne, et ensuite, on peut venir dans les types de surface ici, et générer directement un surface de type tuyau. Donc, on va générer directement une surface, un élément tubulaire, avec du coup une épaisseur ici. On va renseigner une épaisseur de 10 mm. On est en surface de type standard. Donc dans Airframe, on va avoir différents types de surfaces possibles. Des surfaces standards, des surfaces avec un comportement non linéaire, ici, donc sans traction de membrane. Donc d'ailleurs, c'est des surfaces qui vont retransmettre uniquement de la compression. Elles ne travailleront pas en traction. On va avoir des surfaces de type orthotrope. Donc, par exemple, dans orthotrope, on aura différentes possibilités. On pourra gérer les matrices de rigidité des surfaces. On va avoir possibilité de travailler, par exemple, avec des bacs acier. Voilà, on va avoir ces différents types de définitions possibles, des types bacs acier, par exemple la surface alvéolaire. Donc on aura différents types de définitions possibles et on pourra aussi venir directement définir, si on le souhaite, une matrice de rigidité. On va avoir également des surfaces de type verre, donc qui seront utiles pour tout ce qui est vitrage, sachant que dans le verre, dès qu'on sera en verre, on sera sur une analyse des grandes déformations. On va avoir le type stratifié qui sera utile quand on veut travailler notamment avec le module RF laminate pour travailler sur des panneaux multicouches, des panneaux composites. Notamment, ce sera la définition qui sera utilisée quand on travaillera avec RF laminate pour tout ce qui est panneaux CLT, donc les panneaux bois CLT. On va voir le type de surface rigide, donc là des surfaces infiniment rigides, et puis après on va avoir d'autres types de surfaces, membrane et membrane orthotrope, qui seront principalement utilisées pour tout ce qui est structure à membrane tendue, donc métallotextile par exemple, et un dernier cas,
un dernier type de rigidité, donc ici une surface nulle. Donc ça on va le voir dans le dernier exemple, ce sera pour la partie solide. Donc nous on reste ici sur une surface standard. Je peux valider, ça m'amène au deuxième onglet de la fenêtre nouveau tuyau. Donc ici je vais pouvoir renseigner le rayon. Donc là je vais renseigner un rayon de 0,4 mètres. OK. Et donc maintenant il est généré ici. Je peux refaire entrer. Je rappelle la fonction, cette fois-ci avec un tuyau de 0,2. OK. Et je l'assigne à ces deux lignes. Donc là c'est le premier exemple pour générer des éléments surfaciques. Ouais, après on va poursuivre sur cet exemple-là. Je vais vous montrer juste au-dessus l'autre possibilité. Donc je vais juste copier les nœuds qui m'intéressent ici. Hop. Ou même les lignes si on le souhaite. OK. L'autre possibilité, c'est au niveau du modèle de passer directement par des barres. Donc là par exemple, j'active des barres et je vais créer une nouvelle section. Donc dans la bibliothèque de section par exemple, je pars sur celui-ci et je passe, donc on avait dit, donc le premier on avait 800 en épaisseur 10. OK. Donc je vais copier ça pour les prochains. Donc le titre de la description. OK. Et l'autre possibilité ensuite, c'est pour cela, donc modifier la ligne. J'active les barres. Je crée une nouvelle section. Donc là, comme j'ai copié, j'ai juste à coller la définition. Je modifie la valeur du diamètre. OK. OK. Et là, j'ai généré les barres. Donc là, pour le moment, c'est des barres. Mais après, on peut arriver au même modèle qu'en dessous, directement en sélectionnant les barres et en demandant à générer les surfaces à partir de la barre. Et donc maintenant, j'arrive au même modèle qu'en dessous, avec ici des surfaces et plus des barres. Voilà, c'était deux exemples. Donc là, j'ai fait ça sur des éléments de type circulaire, des sections circulaires pour des tubes, mais ça fonctionnera aussi sur d'autres types de barres, donc des HEA, des IPE, sur tout type de barres. Donc là, je continue sur cet exemple. Ici, on a créé des surfaces. On va demander à les connecter entre elles pour créer notamment ici la liaison, donc les liaisons gueule de loup entre éléments tubulaires ici. Donc là, on va pouvoir sélectionner les surfaces. Et ici, je vais créer l'intersection. Donc la fonction créer l'intersection, qu'est-ce que ça a fait? Ici, si je vais dans surface, j'ai plus juste les trois surfaces initiales, j'ai également des composants qui s'affichent. Donc si je regarde, ici, on voit qu'il m'a créé un composant pour la liaison de ce tube avec ce tube-là. Donc ça, c'est le premier composant lié à l'ouverture du tube principal, du gros tube de rayon 400. Ici, j'ai le même pour celui-ci. Et puis ensuite, je vois les différents composants donc, par rapport à la connexion des surfaces. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est venir désactiver les composants qui ne m'intéressent pas, donc notamment ces quatre-là. Je peux juste venir les sélectionner dans le navigateur de projet surface et je fais désactiver le composant. Donc maintenant, si je regarde à travers, ici, on voit que les zones ici ont disparu, les composants ont disparu au niveau des surfaces. Et on voit surtout, si je le mets maintenant en solide, là on voit bien les ouvertures pour faire les liaisons entre les... pour considérer qu'ici je n'ai plus de surface à l'intérieur. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir continuer. Donc ici, pour pouvoir définir des appuis au nœud ici,
et ici. Et pour pouvoir venir appliquer des charges aux extrémités de ces tubes-là qui seront diffusés bien dans la section, dans les surfaces, et pour éviter aussi des problèmes éventuellement de déformation ou d'instabilité des parois, je vais ici définir des surfaces rigides aux extrémités. Donc ici, ici, et puis là. OK. Là, je vais créer un premier appui. Donc là, je vais faire un appui, je vais bloquer la rotation autour de X. OK. Ici, il est petit, donc je peux venir augmenter sa taille. Je vais en créer un autre ici également. Donc je bloque phi x, par contre je vais libérer la translation UX. OK. Donc là, j'ai cette partie-là. Et maintenant, je vais venir appliquer deux charges. Donc là, dans l'exemple, je crée un nouveau cas de charge. Ici, je peux le laisser en CC1 permanent, c'est pas grave. C'est juste pour l'exemple. Donc moi, je désactive le poids propre pour juste appliquer mes charges. OK. Et je vais créer un cas de charge. Donc pour créer un cas de charge nodal, un cas de charge ponctuel, là vous pouvez soit le définir en renseignant la décomposition sur les différents axes donc, de la charge, ou bien vous pouvez directement par exemple rentrer une valeur et puis l'orienter. Donc c'est ce que je vais faire ici et je vais le mettre selon l'orienter selon la ligne ici de ce tube là, donc selon l'axe du tube. OK, et je vais l'appliquer ici. OK, si je veux je peux prendre celui-ci et je peux également venir le copier à ce nœud là, et j'ai juste après à venir double-cliquer, je modifie par exemple la valeur et je vais modifier la ligne de référence pour l'orientation. Je vais sélectionner donc cette ligne numéro 3. Et donc maintenant ça me la réoriente selon l'axe du tube. OK. Donc maintenant on va pouvoir continuer. Ici je peux par exemple regarder maintenant le maillage. Donc là je peux par exemple déjà demander à générer le maillage. Là on voit que le maillage est très moche, il est trop gros. Donc là je vais pouvoir déjà dans calculer paramètres du maillage venir réduire la taille du maillage. Donc là je suis en mètres. Si je veux, je peux venir modifier aussi les unités pour travailler ici par exemple en millimètres. OK. Et puis par exemple là, je le mets à 100 mm. Et puis je peux refaire générer le maillage. Donc là on voit que sur la partie du cylindre, du tube, de plus grosse section, le maillage pourrait aller. Ici on voit qu'on est encore très facettisé sur les deux plus petits. Donc là je peux demander par exemple un raffinement de maillage juste pour ces deux surfaces. Donc ce qui évite après de régler un maillage trop fin global si j'ai que certaines surfaces à raffiner. Donc là je peux venir ici, je vais sélectionner les surfaces, puis ensuite je vais sur raffinement du maillage, nouveau, et là je peux définir un raffinement par exemple de 50 mm. OK, puis là je peux faire générer le maillage. Donc là on voit déjà que j'ai un raffinement plus fin du maillage sur ces tubes là, et un plus gros ici. Alors pour contrôler le maillage, il y a déjà un premier point qui est le contrôle du maillage, donc par rapport à la qualité, par rapport à la géométrie du maillage. Donc si je vais dans calculer paramètres du maillage, ici j'ai un onglet critères de qualité du maillage sur lequel en fait je vais avoir plusieurs contrôles qui seront effectués au niveau du maillage et du raffinement de maillage. Donc là on a des critères par exemple sur les angles au niveau du maillage, on a différents points qui seront contrôlés. Derrière, en fonction de si je respecte ou non
ces différents critères. J'ai un premier critère, donc OK, donc là mon maillage est juste, il respecte mes critères. Un autre cas, avertissement. Donc là, ça veut dire que je vais quand même calculer, mais au niveau du maillage, je peux avoir un maillage qui est un peu trop déformé. Et un dernier critère qui est échec. Donc là, j'ai vraiment du maillage, par exemple, qui serait beaucoup trop aplati et qui derrière, du coup, au niveau du logiciel, RFEM va ignorer ces éléments-là au niveau du calcul. Parce qu'il va considérer que le maillage, lui, ne peut pas servir à sortir des résultats. Donc ici, on voit que j'ai 99,97% du maillage qui est juste, qui est OK, et un avec un avertissement. Donc ça, je peux regarder graphiquement sur le modèle. Donc l'avertissement, il va quand même calculer les résultats dedans, c'est juste que on est dans cette colonne-là. OK. Donc ici, je peux aller dans Afficher, dans la partie maillage EF, et puis je peux afficher la qualité de maillage. Donc ici, on voit que c'est dans cette zone-là. Voilà, j'ai un élément sur la globalité du modèle qui est en jaune, avec un avertissement. OK. Et si je veux savoir le critère, ici on voit que c'est le critère 1.3 qui est lié à un angle. Donc c'est ici. Critère 1.3, on a un angle qui du coup dépasse les 105 degrés. Donc je peux revenir ici. Donc, je vais vous montrer ça ici. Donc là par exemple on a deux maillages, deux modèles, où on va voir deux maillages différents. Donc ici pour un contrôle du maillage par rapport à sa géométrie. Donc on a un premier maillage à gauche avec un maillage du coup qui est assez gros, un deuxième maillage à droite qui est très fin. Derrière on voit aussi que la justesse du maillage a son importance aussi, vu que dans le S de gauche du coup on a un maillage très gros et on voit que les facettes sont sont discrétisées avec du coup des grandes lignes. Donc là on a une précision qui est réduite au niveau de la qualité aussi de la surface et du coup derrière du résultat. Et sur le maillage de droite, on a du coup un maillage beaucoup plus fin, du coup des courbes beaucoup plus discrétisées et du coup là on se rapproche beaucoup plus ici de la courbe réelle de ce qu'on souhaite. Derrière ici, on peut regarder les avertissements. Donc là on voit que sur le modèle de gauche, on a plusieurs avertissements qui s'affiche. Sur le modèle de droite, on n'a aucun avertissement. Donc ça, c'est la première partie pour éventuellement du coup contrôler un maillage par rapport à sa géométrie. Et donc après, on peut aussi du coup contrôler quelle partie, quel critère de qualité de maillage n'est pas respecté. Et éventuellement, c'est aussi quelque chose, ici vous avez la main, donc si vous voulez jouer aussi sur les qualités, sur les critères de qualité de maillage, vous avez possibilité éventuellement d'y toucher. Donc je reviens ici sur mon modèle. Je vais pouvoir maintenant afficher notamment les résultats. Donc je peux lancer par exemple ici le calcul, donc sous ce cas de charge. OK, donc je vais mettre le modèle en transparence. Donc ici le premier résultat qui s'affiche, c'est la déformation globale. Donc là ici on a une déformation max de 0,3 mm, donc c'est pas grand chose. Ici on a l'impression d'avoir une grande déformation parce qu'on a un facteur de 750 qui s'applique. Donc derrière je peux réduire ce facteur pour réduire la déformation visuelle. Derrière, du coup j'ai bien qu'une déformation ici au max de 0,3 mm. Donc, je peux jouer sur ces critères de déformation, sur ces facteurs d'affichage de déformation. Et après, je peux également mettre ça en animation pour voir comment se déforme le modèle. Ok. Ensuite, au niveau des résultats, je vais pouvoir regarder également les résultats au niveau des surfaces.
Donc je peux regarder des déformations par rapport aux axes locaux des surfaces. Je peux regarder les efforts internes de base. Donc là, les moments, les efforts normaux, les efforts tranchants. Je peux regarder également les efforts internes principaux, N1, N2. Je peux regarder comment sont diffusés éventuellement les efforts, donc avec les angles alpha ou bêta. Et enfin, je peux aussi regarder les contraintes. Donc ici, sigma x, sigma y. Le plus correspond ici par rapport à la surface, si on se trouve du côté positif ou négatif de la surface. Donc sigma x plus pour le côté positif ou sigma x moins pour le côté négatif. Donc sachant que pour la surface, il faudra se repérer à l'axe local, donc z plus, z moins. Et également, on peut regarder dans le plan médian, donc ici, avec les résultats sigma x m, à noter du m. Donc, je peux consulter les contraintes et également ici regarder aussi les contraintes de von Mises. Donc là, je peux regarder par exemple les contraintes max. Et je vois bien ici que les contraintes max se concentrent au niveau de la gueule de loup. Si je regarde ici, donc au niveau des résultats surfaciques, je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Quand vous allez dans Afficher, vous avez possibilité dans les réglages des résultats pour les surfaces. Vous avez ici différentes possibilités de distribution des efforts internes et des contraintes. Donc vous avez une distribution constante, vous avez une distribution discontinue, la distribution continue dans les surfaces, donc celle qu'on a d'activer par défaut, ou bien la distribution continue au total. Moi je me remets en continu dans les surfaces. Je vais juste vous expliquer du coup à quoi correspondent ces différentes possibilités d'affichage de distribution. Donc, par rapport à ça, ici je vous montre ça sur un exemple simple. Donc là on est sur une plaque en acier de 3 par 3, donc de 3 mètres par 3 mètres, d'une épaisseur de 3 cm. Cette plaque elle est décomposée en deux surfaces. Donc on a une première surface de 2 par 3 et une surface de 1 par 3. Donc ici. Pour ces deux surfaces-là, on a inversé l'orientation des axes locaux pour pouvoir voir les différences entre les différentes distributions. Donc là, on a le Z orienté vers le bas, le Z orienté vers le haut. Et ensuite, on a ici défini un maillage de 1 mètre, un maillage EF de 1 mètre. Donc là, c'est uniquement pour l'exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser 1 mètre quand on a une plaque de 3 mètres par 3 mètres. Donc ici, quand on affiche la première distribution donc, qui est constante aux éléments, ici on va avoir des résultats, les valeurs moyennes de chaque élément fini qui vont s'afficher. Donc là les résultats sont affichés au centre de l'élément fini et ce sera un type de distribution qui sera uniquement valable et intéressant pour des modèles de matériaux plastiques. Donc dès qu'on va travailler par exemple avec RF MathNL pour faire des analyses plastiques, on va plutôt travailler avec, regarder des distributions, les distributions des efforts internes ou distribution des contraintes constantes aux éléments. On va ensuite avoir la distribution discontinue. Donc là, les résultats sont directement liés au déplacement et aux rotations de chaque élément fini. Là, les valeurs, elles sont indiquées du coup aux angles du maillage EF, aux angles de chaque élément fini. Et là, on a une distribution qui est discontinue. On va ensuite avoir donc la distribution continue dans les surfaces, ce qu'on a par défaut. Donc là, on a une valeur moyenne qui s'affiche aux angles des éléments finis, donc aux angles du maillage. On a un lissage qui s'effectue entre éléments finis. Donc là, on voit qu'on a la variation
de contrainte qui suit dans les éléments. Par contre, cette distribution, cette continue dans la surface, elle s'arrête aux lignes de contour des surfaces. Donc là, ici, on avait une inversion ici de l'axe local Z. Du coup, là, on affiche le Z, on a des résultats qui sont différents. Donc là, derrière, on n'a pas un lissage qui se poursuit. Donc c'est continu dans les surfaces. Et ensuite, on a continu au total. Donc là, la différence, ça va être assez proche de continu dans les surfaces, sauf que là, c'est continu au total. Donc là, on a une continuité qui se fait entre les deux surfaces. Donc là, on voit qu'on a un lissage ici pour avoir des résultats bah, qui se suivent entre les deux surfaces, sachant que là, on a deux axes locaux inversés. Donc là, ici, si on veut utiliser la continue au total, on va avoir en revanche certains critères, certaines conditions à respecter. Donc notamment, premièrement, l'orientation des axes locaux. Donc là, ici, ne pas avoir deux axes locaux inversés comme ici. On va avoir également une deuxième condition sur le nombre de surfaces. Donc ce sera valable dans le cas où on a deux surfaces qui seront intégrées dans un même plan. Et ensuite, la dernière condition, c'est d'avoir aucune articulation linéique entre surfaces. Donc là, par exemple, pour ce dernier cas, si on veut faire juste, on devrait donc avoir les deux surfaces avec l'orientation, les axes locaux orientés de la même façon pour avoir ce résultat-là, et non celui-ci. Donc là, c'était sur la partie distribution. Je reviens au modèle, ici. Donc là, on est, nous, sur une distribution continue dans les surfaces. Ici, on a un autre point auquel on va faire également attention, c'est la variation ici de contraintes dans les éléments. Ici, on voit qu'on a un élément fini où on a une variation très importante au niveau de la valeur. Donc là, on passe autour de 1,27 à une contrainte de 4,66 kN par centimètre carré. Donc là, on va avoir aussi possibilité de jouer sur un paramètre pour contrôler ça. Donc ici, dans tous les cas, il faudra faire un raffinement de maillage ici, mais éventuellement, je peux aussi contrôler ça. Donc, toujours dans Afficher, Résultats, type d'affichage. Donc là, je peux activer un affichage isoband, isoligne. Donc là, pour les surfaces, ce sera quand même plus intéressant là dans un modèle 3D de consulter ça en isoband. Mais je peux également afficher les différences. Donc là, en fait, ça me permet de voir les variations de contraintes dans un élément fini. Ça m'affiche ici des résultats, des valeurs en pourcentage. Et là, effectivement, la zone que je vous ai montrée, où on avait une grande variation de contraintes, elle s'affiche ici avec les plus hauts pourcentages. Donc là, ça me permet aussi de contrôler des zones par rapport au maillage et par rapport à la distribution de la contrainte pour contrôler les sauts de contrainte au niveau des éléments finis. Donc là, moi je repasse en isoband et de toute façon je vais faire un raffinement de maillage ici. Donc je peux sélectionner les lignes d'intersection. Je vais sélectionner également les lignes derrière de la couture de surface. Ok. Et puis je vais venir créer donc sur ligne, raffinement de maillage, insérer. Et là, je vais créer un nouveau raffinement de maillage. Donc là, par exemple, j'avais une épaisseur de 10 mm. Je vais par exemple prendre du coup une longueur de 5 mm. Et puis par exemple, l'étaler sur 4 ou 6 couches éventuellement. Alors, on prend celle-ci. OK. Oui. Je peux demander, dans un premier temps, à régénérer juste le maillage pour voir comment est effectué le maillage, le raffinement. Donc on voit que toute cette zone-là est très raffinée et qu'elle s'étale du coup sur plusieurs rangées avec un maillage de 5 mm de longueur visée. Et ensuite, du coup, je peux juste recalculer.
Du coup, comme attendu, maintenant on a des sauts de contraintes ici. On se trouve du maillage plus fin, donc les contraintes sont concentrées, il y en a moins de variations de contraintes dans un même élément fini. Puis à tout hasard, je peux revenir dans afficher, afficher, résultat, différence. Et là, ici, on voit que par rapport à tout à l'heure, on a largement déjà réduit la variation par rapport au pourcentage. Et puis ici, on n'a que quelques zones encore avec quelques sauts de contraintes, quelques variations, mais derrière, on a déjà pu résoudre du coup le raffinement et les variations de contraintes dans sa globalité. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite, au niveau du modèle, continuer, contrôler du coup les contraintes, les déformations, pourquoi pas avec RF style surface. Mais ça, je vais vous montrer ça dans un autre exemple. Donc ça, c'était pour le premier modèle. Donc je vais passer à présent à l'exemple numéro 2. Ok. Donc ici, on va juste modéliser une platine d'ancrage. Donc au niveau du plan de travail, je vais juste contrôler la taille du maillage. Donc là, ici, j'ai déjà changé le maillage, donc avec une longueur, une distance entre points de grille de 10 mm. Ok. Je vais venir créer du coup une surface, un rectangle. Donc une surface de type standard. Ici, je vais partir sur une plaque, par exemple de 6 mm d'épaisseur. Et du coup, je vais définir, je vais la tracer. Donc pour la tracer, je peux m'aider. Ici, on voit qu'en fonction de la position du curseur, donc j'ai les coordonnées qui s'affichent de mon point. Donc soit je peux faire ça, soit après, éventuellement, je peux venir sélectionner les nœuds. Je double-clique et puis je peux renseigner là ma coordonnée sur Y. Et puis ma coordonnée, par exemple ici, sur X. Donc, ou bien individuellement sur chaque nœud, redéfinir les coordonnées. Ok. Donc là on a bien une plaque de 140 par 200. Au niveau de cette plaque là, je vais définir ici un nouveau nœud. Donc, par exemple, je le positionne ici et je vais le repositionner en modifiant ses coordonnées. Donc, je vais le positionner à 25 mm et 25 mm en X et en Y. Ok. Je vais venir créer ensuite une ouverture, donc un perçage ici. Et là, je peux renseigner directement le rayon. Par exemple 10 mm. Voilà. Donc là, j'ai ma plaque avec mon premier perçage. Avant de continuer à modéliser d'autres perçages ou d'autres éléments, on va pouvoir déjà définir l'appui de la plaque. Donc ici, je vais créer un appui surfacique. Ici, au niveau de cet appui surfacique, on va prendre en compte le fait que la plaque, elle sera en contact uniquement lorsque la plaque vient être comprimée au sol. Et en cas de traction, de soulèvement, la plaque peut se décoller et du coup, ce sera là les ancrages qui vont reprendre le soulèvement de la plaque. Donc soit vous pouvez directement bloquer UZ, soit là ici, moi je vais renseigner du coup une raideur. Donc la raideur max qui peut être renseignée. Ok. Et puis ici, je vais activer la non-linéarité au niveau de la plaque. Donc ici, elle sera inefficace si la contrainte de contact en Z, elle est négative. Donc en cas de soulèvement. Donc ici, vous avez la schématisation. Par défaut, l'axe local Z des surfaces est orienté vers le bas. Ok. Ok, je l'applique ici. Donc là, juste en passant dessus, je peux le voir.
Ou après, dans le cas contraire, si je veux aussi, lorsque je crée mon modèle, je peux venir ici au niveau des paramètres sur l'orientation de l'axe global Z. Quand je l'oriente vers le haut, je peux soit l'orienter l'axe local ensuite, soit l'axe local Z vers le haut, soit vers le bas. Par défaut, on l'orientera vers le bas. OK. Et ici, au niveau de cette zone de perçage, on va pouvoir définir le comportement ici de notre ancrage dans cette zone-là. Donc ici, sur la ligne, je peux venir, par exemple, soit modifier la ligne, soit je peux venir ici, nouvel appui linéique. Au niveau de cet appui linéique, du coup, je vais débloquer UX, UY et UZ. Je vais m'orienter là selon l'axe local de la ligne et non selon l'axe global de la ligne. OK. Donc, après, on va bloquer UX, UY, UZ et on va déjà, du coup, l'assigner au modèle. Donc ici, je peux réduire la taille. OK. Donc là, je l'ai mis, je l'ai appliqué au modèle et je vais pouvoir le modifier. Donc ici, si je zoome, voilà. Donc là, j'ai les appuis qui sont inversés. Du coup, moi, je vais juste les tourner de 180 degrés. OK. Donc, à l'intérieur, c'est mon ancrage et tout autour, c'est ma plaque. Donc ici, au niveau de UZ, je vais considérer que mon appui est en échec en cas de force d'appui négative. Donc si j'ai un effort négatif ici, du coup c'est le contact de la surface et c'est pas l'ancrage qui va reprendre du coup l'effort négatif. L'ancrage ici va reprendre que de l'effort positif du soulèvement. Et ensuite par rapport à UY, donc UY ici, à l'intérieur c'est mon ancrage. Donc l'ancrage, lui, va empêcher la plaque de se déformer, de se déplacer vers l'intérieur ici. Donc ici, je vais avoir un échec selon UY local en cas de force ici positive. Donc si la plaque doit se décoller de l'ancrage, elle le peut par contre en cas de dans le cas où elle rentre en contact avec l'ancrage, du coup j'ai l'appui linéique qui va empêcher le déplacement. Ok. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je peux déjà dans cette zone-là définir par exemple un raffinement de maillage. Donc par exemple au nœud au niveau du perçage. Donc là je vais juste sélectionner le nœud. Soit je double-clique dessus pour arriver aux paramètres de maillage, soit je fais clic droit et je crée un nouveau raffinement de maillage au nœud. Ici, je vais pouvoir renseigner la valeur du rayon. Donc là, par exemple, un rayon de 35. Et je peux renseigner du coup la longueur visée des éléments finis, donc interne au centre et externe en périphérie. Donc là, je vais renseigner une valeur de 1 et puis de 3 en périphérie. OK. Donc là, on a la modélisation ici du raffinement de maillage au niveau des nœuds. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dupliquer ce qu'on a défini ici, donc les différents réglages au niveau des perçages et du raffinement. On va pouvoir le dupliquer aux quatre coins. Donc là, on va pouvoir par exemple utiliser la fonction miroir qui va permettre de créer des symétries. J'active la copie, je définis le nœud par positionner le plan de symétrie. Donc là, la première symétrie, elle se fait bien par rapport au plan YZ. Donc je peux activer, valider. OK. Je sélectionne donc
ensuite ces éléments, et puis je fais une deuxième symétrie, cette fois-ci dans le plan par rapport au plan XZ. Je repositionne le point de positionnement du plan et je valide. Ok. Donc là j'ai la partie platine qui est finie. Je vais juste venir créer, comme dans l'exemple qu'on a dans le petit schéma qu'on a vu tout à l'heure, la partie de plaque où on va venir appliquer la charge. Donc je viens déplacer le plan de travail ici, je le repositionne dans le plan XZ, et puis ensuite je viens créer donc ici une ligne de là à là, puis après je vais juste conserver cette ligne et je vais masquer le reste du modèle. Donc là je masque le reste du modèle mais il est toujours visible par transparence, mais je peux demander à ne pas le voir et à masquer les éléments, à rendre invisibles les éléments masqués. Ok, voilà, je vais créer juste un nouveau nœud ici, et ici donc on va avoir une partie, une plaque en acier ici, avec ici un perçage, une ouverture. Donc là je vais positionner le centre du perçage. Donc soit ici, ce que je définis, ce que je règle, c'est par rapport au centre du plan de travail ici. Mais après, je peux lui demander à ce qu'il me prenne référence à un autre nœud. Donc là, par exemple, je pars du nœud 22. Ok. Et là, je peux venir renseigner les valeurs. Donc là, par exemple, au niveau des coordonnées, en X, par exemple, je peux positionner un nœud qui serait à moins 46 mm. Et puis en Z, du coup là en Z, on monte. Et je serai par exemple à 58. Voilà. Et ici, je vais pouvoir continuer la modélisation grâce à ces deux nœuds. Donc là, je vais juste tracer un arc tangent à deux lignes. Donc là, je vais tracer les deux lignes. Puis ensuite, là, je trace l'arc tangent à ces deux lignes. Et du coup, le centre ici, c'est mon centre après de perçage. Donc pour pouvoir fermer et définir la surface, je vais juste venir tracer les lignes qui viennent fermer les contours de surface. Je peux venir ici définir ma surface en sélectionnant les lignes de contour. Donc là, il détecte automatiquement, il ferme automatiquement la surface. Donc là, ici, je vois bien que j'ai la surface qui est créée. Et ensuite, je vais venir créer une ouverture. Donc ici, et là, par exemple, au niveau de l'ouverture, je mets un rayon de 15. Ok. Ici, comme je vais avoir un effort qui va rester dans le plan de la plaque, je vais définir une surface avec un comportement non linéaire. Donc ici, je vais créer une surface de type sans traction de membrane. C'est-à-dire que c'est une surface qui, elle, va retransmettre que de la compression. Ok, je la crée ici. Donc là, on voit que par rapport au code couleur, là c'est deux surfaces différentes, de rigidité différentes, mais le code couleur ne le permet pas de le voir, puisque le code couleur actuellement il est réglé par rapport au code couleur standard. Donc après je peux modifier le code couleur soit par matériau, soit au niveau des surfaces, par type de surface, rigidité. Là ce qui me permet de voir que j'ai bien deux surfaces avec deux rigidités, deux propriétés de rigidité différentes. Et là je retrouve ici le code couleur standard et sans traction de membrane. Ok. À ce nœud là, comme pour les autres nœuds au niveau des perçages, je vais activer le raffinement de maillage. Ok, donc il est visible là. Et puis je vais venir définir une charge qui va s'appliquer
dans cette direction. Donc là par exemple, donc je vais créer un nouveau cas de charge. Donc, comme pour tout à l'heure, le poids propre, on s'en fiche. Je crée juste un cas de charge exemple. OK. Je vais venir l'appliquer au nœud. Donc, comme tout à l'heure, je peux définir soit les composantes de la charge selon les différentes directions de l'axe global, soit ici je peux renseigner une valeur, par exemple 5 kN, et puis qui seront orientés là selon deux nœuds. Donc premier nœud, deuxième nœud, OK, OK, et qui du coup, voilà, elle s'applique ici. Là je peux annuler le mode de visibilité. Je vais juste venir contrôler le raffinement de maillage global. Donc par défaut, le raffinement de maillage global, il est à 0,5 m. Donc là, moi, je vais le réduire. Par exemple, à 5 mm. OK. Là, j'ai un message par rapport à la valeur epsilon. Donc soit je augmente un peu le raffinement de maillage, soit je peux jouer après sur la valeur epsilon. Donc là, par exemple, je vais passer à 6 mm. Je peux demander à générer tout de suite le maillage dès que je ferme la fenêtre. Alors du coup, je vais quand même jouer là-dessus. OK. Donc là, maintenant, je vois mon raffinement de maillage. Donc là, on peut raffiner un peu plus, peut-être. Quand même le passer à 5. Voilà. OK. Donc là, on a au niveau du modèle défini la plaque, les non-linéarités de l'appui surfacique, les non-linéarités au niveau des ancrages. Ici, le perçage avec l'application de la charge qui va retransmettre que de la compression dans le perçage et on n'aura pas un effet de traction dans le perçage. Donc voilà. Hop. Je peux maintenant lancer juste le calcul sur ce cas de charge. Aussi là on voit qu'on a 5 incréments de charge par défaut quand on va travailler avec des surfaces sans traction de membrane. Ça va automatiquement passer avec du coup des incréments de charge et 5 incréments de charge automatiquement. Même si on n'a pas activé cette fonction-là. Puisque derrière il est obligé de travailler avec des propriétés de non-linéarité sur cette surface, ce type de surface. Donc ici on a la déformation de notre plaque. OK. Donc là derrière c'est pareil, hein, on voit que les déformations sont très faibles. Donc là ce qui s'affiche c'est une déformation avec un facteur qui est multiplié par 320. C'est ce qui permet de voir comment se déforme la plaque, les plaques. Ici, je peux juste isoler ces deux surfaces. Et je peux voir comment elles se comportent. Ici je vois bien que au niveau de cette zone-là, j'ai bien ici les ancrages qui reprennent en fait le soulèvement, vu qu'au niveau de la déformation, ici de la courbe de déformation, ça me permet de contrôler cet aspect-là, cette première partie-là. On va aussi pouvoir du coup par la suite regarder la non-linéarité. Donc là, si je veux regarder par exemple dans cette zone-là, la non-linéarité qu'on a définie selon l'axe local Y, ici, je peux regarder par exemple juste cette surface en UX, donc dans cette direction-là. Et si je réduis ou si j'augmente ici par exemple le facteur de déformation, je vais pouvoir voir qu'effectivement ici, je vais juste recalculer, je fais une petite... Voilà, ici, on voit bien que cette zone-là est maintenue, donc elle rentre en contact avec notre ancrage, et puis là, ici, elle est libre, donc elle se déforme.
C'est pour contrôler juste la non-linéarité qu'on avait définie selon l'axe Y local de la ligne. OK. Et en UZ, voilà, on voit bien comment elle se comporte. Donc là, c'est pareil, c'est un facteur. On est à 5000. Donc là, je peux peut-être passer juste par un facteur 100. Voilà. OK. Donc là, on voit bien que là, c'est maintenu. Et puis là, on a un petit effet qui fait que la plaque, vu qu'on n'a pas une raideur infinie, la plaque, elle s'affaisse légèrement en dessous. Et ça, c'est vraiment parce qu'on augmente la déformation. Le visuel de déformation. OK. Je peux regarder ensuite les résultats au niveau des appuis. Donc je reviens avec le mode de visibilité de base. Je vais juste masquer la surface sans traction. Oui. OK. Et ici, je peux consulter ensuite les appuis, les réactions d'appui. Ici, si je veux regarder par exemple au niveau de cet ancrage-là, je peux regarder le diagramme de résultat. OK. Donc là, je peux regarder les résultats en global et en local. Là, l'avantage de la non-linéarité, c'est que du coup, on pourra regarder les résultats en local et avoir des résultats qui seront du coup plus proches de la réalité. Là. Donc là, on voit que pour PZ, quand on regarde la somme, on a l'ancrage qui reprend donc 1,95 kN. Et ici, donc si je regarde en cisaillement, il reprend du coup 0,71 kN. Donc après, si par défaut ces données-là sont pas visibles, on peut venir les activer. Donc ici dans les paramètres, et on peut venir donner, activer les interprétations de résultats. Ici. Donc après, c'est des valeurs qui vont me permettre après de contrôler justement quel type d'ancrage je vais définir au niveau de ma platine. OK. Ensuite, on va pouvoir regarder du coup la partie contrainte. Donc là, au niveau des surfaces, on a regardé la déformation. Mais là, maintenant, je peux passer sur les efforts internes. NX, par exemple. Donc là, je vais par exemple m'intéresser... Oui, on peut regarder ça ici. NX, NY. Je peux regarder les efforts normaux N1, N2, efforts principaux. Là, on voit l'effet aussi au niveau de l'application de la charge et de la surface, du coup, sans traction. Si je regarde juste la platine ici, ok, du coup je peux, en fonction de ce que j'affiche au niveau des surfaces, je peux aussi avoir des résultats du coup qui vont se réadapter à ce que j'affiche. Donc là, des résultats plus précis visuellement sur la plaque, la platine. Et ensuite, je vais pouvoir également regarder les contraintes. Et donc là, j'ai des résultats ici avec code couleur par rapport, pour pouvoir regarder par rapport à l'échelle ici de couleur pour les contraintes. Mais on peut également venir activer ici les étiquettes qui vont indiquer des valeurs au niveau des surfaces. Donc là, ici, au niveau de certains points. Donc après, je vais pouvoir venir régler ce que je souhaite afficher au niveau de ces étiquettes. Je peux également indiquer le symbole pour m'indiquer ici du coup que c'est sigma y+. Je peux également venir modifier. Hop. Donc là j'affiche les valeurs extrêmes. Mais on pourra jouer sur différents paramètres ici pour l'affichage des résultats. Donc là, je peux regarder par rapport au modèle total, par rapport aux surfaces. Je peux jouer sur différents points de réglage. Hop.
Ok. Et de toutes les surfaces, voilà. Et éventuellement, si je souhaite afficher d'autres points, je peux venir intégrer également des étiquettes supplémentaires. Donc sachant que également tous les résultats qu'on récupère ici, on peut aussi les visionner dans les tableaux de résultats. Donc là, les déplacements de nœuds, les efforts au niveau des lignes, les forces d'appui, les déformations locales de surface, les efforts internes de base. Là, je vais pouvoir également utiliser aussi les résultats au niveau des tableaux. Là, je vais juste passer du coup, hop, je désactive ça. Je passe sur les contraintes, par exemple, de Van Mises. Ok. À tout hasard, ici, on peut éventuellement recontrôler ce qu'on avait contrôlé tout à l'heure par rapport aux variations, aux sauts de contraintes. Donc là, je peux de nouveau afficher les différences. Donc là, on voit qu'on n'est pas non plus sur des grandes variations de contraintes. Donc voilà. Et ici, donc, sur cet exemple-là, on va pouvoir, par exemple, passer sur le contrôle avec RF-Style RF-Style surface. Donc là, je vais juste venir annuler le mode de visibilité, afficher juste ces deux surfaces. Ok. Et puis, hop, je lance RF-Style surface. Ici. Donc là, j'ai juste le cas de charge CC1, un cas de charge basique. Ici, je vais juste sélectionner mes deux surfaces. Je ne vais pas sélectionner la surface sans traction de membrane. Ici, je retrouve les matériaux qui composent les deux surfaces. Et ici, donc, j'ai les informations sur l'épaisseur de surface. Et éventuellement, ici, je peux retrouver donc la fonction d'optimisation que éventuellement je peux cocher pour demander à optimiser au niveau de l'épaisseur de la plaque. Ok. Là, je vais juste lancer le calcul. Ici, il me sort les vérifications pour le cas de charge CC1 par rapport aux contraintes dans les surfaces. Donc là, je peux aussi afficher les contraintes pour les deux surfaces. Donc il me sort les contraintes existantes, les contraintes limites. Derrière, il me sort le ratio. Et éventuellement, ici, au niveau de surface, je peux lui demander à optimiser une ou l'autre des surfaces. Donc, par exemple, si je demande à optimiser cette surface, par exemple, entre 1 et 10 mm, avec un pas de 0,5, ok, je peux relancer le calcul. Donc là, derrière, il m'a modifié l'épaisseur de la plaque. Donc on voit qu'il l'a passé à 4,5. Et après, éventuellement, je peux lui demander à ce qu'il reprenne, réinjecter cette épaisseur dans le modèle RFEM. Donc là, moi, je vais juste garder ce que j'avais initialement. Oui. Et ensuite, également, les résultats de RF style surface, ils peuvent être visualisés graphiquement au niveau de RFEM. Et donc là, je peux également du coup visualiser les contraintes et les rapports de contraintes pour voir éventuellement quelles sont les zones où on a le plus de concentration de contraintes. Donc ça, c'était pour les éléments surfaciques et puis pour la fonction avec RF style surface. Donc je vais à présent passer au dernier exemple. Donc un exemple de modèle solide, donc modèle solide volumique avec RFEM. Donc là, je passe sur l'exemple numéro 3. Ici, donc comme pour les précédents, hein, le plan de travail, je peux le modifier. Donc là, je l'ai modifié avec un espacement entre nœuds à 10 mm. Ici, au passage, si vous venez dans le plan de travail, vous avez d'autres onglets, notamment la possibilité de créer des lignes directrices, ou bien si vous les souhaitez, par exemple, si vous avez déjà des modèles ou des plans DXF, vous pouvez importer des couches d'arrière-plan pour vous aider aussi à construire des modèles à partir d'un arrière-plan DXF directement intégré dans RFEM. Ok,
Donc là, je vais positionner le plan dans le plan de travail dans le plan YZ. Hop. Ok. Ici, donc, je vais pouvoir... Oh, même on peut se mettre dans ce plan-là, éventuellement. XZ. Je vais d'abord créer ici, pour créer un solide, on a plusieurs possibilités. Ici, je vais passer par une des fonctions qui permet de créer un solide. Donc là, moi, ce que je vous montre, c'est des possibilités. Après, on peut arriver de plusieurs façons à un même résultat. Donc après, il y aura plusieurs hypothèses possibles de modélisation. Donc là, moi, je vais juste donc tracer donc un élément de type couronne. Donc là, je vais positionner donc un cercle avec le rayon extérieur à un rayon de 50 mm. Ensuite, un rayon intérieur de 30 mm. Ici, une fois que j'ai créé cette surface, donc là, au passage, c'est une surface de rigidité nulle, vu qu'on va créer des solides. Ici, je vais venir extruder cette surface. Donc, je sélectionne la surface, et là, je vais l'extruder avec une épaisseur du coup de 30 mm. Ok. Donc là, j'ai créé mon premier solide. Donc là, le solide, il est modélisé ici par un petit nœud ici. Et quand je passe dessus, du coup, je sélectionne, tout le solide se met en surbrillance. Ok. Ici, pour la suite de la modélisation, je vais juste tourner cet élément de 90 degrés. Donc là, je vais faire juste une rotation sur l'axe. Donc par rapport au point 0, ça c'est bon. Autour de l'axe Y et de 90 degrés. Ok. Je vais avoir besoin de créer des éléments de ce côté-là. Et pour pouvoir les connecter à ce solide, je vais devoir juste créer la paroi extérieure en deux surfaces. Donc pour cela, je vais juste supprimer cette surface. Je sélectionne les deux nœuds, la ligne, je les copie en bas. Je vais ensuite utiliser l'outil de connexion des nœuds lignes qui se croisent. Donc là maintenant j'ai bien un arc et un deuxième arc ici. Pareil de l'autre côté. Et je vais redéfinir deux surfaces de contour ici. Donc là, je peux venir ici et sélectionner des surfaces de type quadrangle. Toujours des surfaces nulles. Et puis là, je sélectionne juste les lignes de contour. OK. Là, les surfaces nulles, elles s'affichent en rouge. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les intégrer au solide que j'ai créé précédemment. Donc là, on voit que le solide, il n'y a que 3 surfaces qui le constituent. Là, moi, je vais juste sélectionner une des deux surfaces que j'ai créées. Et là, maintenant, il a intégré automatiquement la deuxième surface que j'ai créée pour venir fermer le solide. Donc voilà. Voilà le nouveau solide avec, du coup, deux surfaces ici. Pour continuer le modèle, je vais copier un nœud ici. Je vais le copier dans la direction X à 150 mm. Je vais l'excentrer également par rapport à Y à moins 15 mm. Ici, ne pas oublier d'activer la copie. OK. Et ensuite, par exemple, je peux revenir positionner le plan de travail à ce nœud, le tourner. Et là, je vais créer une nouvelle surface. Donc un cercle. Donc là, de rayon 20. Donc là, il est rouge toujours parce que c'est une surface nulle. Je reviens positionner ensuite le plan de travail comme tout à l'heure, ici, à l'origine. Je positionne dans le plan XZ,
et puis je vais venir créer des lignes qui vont venir se connecter à ces arcs et qui seront tangentes à ces arcs. Donc ici, par exemple, je peux me positionner ici ou ici, et puis automatiquement, il détecte ici le nœud qui permet d'avoir une ligne tangente à l'arc. Ok. Ensuite, je peux venir, du coup, par exemple, dupliquer cette ligne ici, donc juste en maintenant la touche CTRL. Je peux ensuite faire miroiter donc ces deux lignes-là, une copie par symétrie, selon le plan X, Y. Ok. Ici, pour que ici ça colle au niveau du futur solide que je vais créer, je vais juste venir déplacer ces éléments. Ok. Donc ça, cette face-là va être une des faces du nouveau solide. Et ici, ce cercle, je vais venir diviser la ligne en 3 nœuds. Ok. Auquel je vais venir connecter donc les lignes que j'ai créées. Ici et là. Ici, pour être sûr que ces lignes-là, on n'ait pas comme ici par exemple un arc et au milieu de l'arc une ligne qui se connecte, je vais venir connecter les lignes. Donc là, c'est ce qui va me permettre de définir ici les contours des surfaces du futur nouveau solide. Donc là, je vais créer des nouvelles surfaces quadrangles. Ok. Donc ici, ici et ici. Ok. Ok. Donc là, j'ai les surfaces qui sont définies et je vais créer un nouveau solide. Donc là, je clique sur Nouveau solide et je vais pouvoir sélectionner les surfaces de contour. Donc là, pour pouvoir sélectionner la surface qui est à l'intérieur, ici, je vais juste passer en modèle transparent. Permet de sélectionner cette surface. Et ensuite, je peux sélectionner les autres surfaces et automatiquement, là, il vient me fermer, me détecter les autres surfaces pour fermer le solide. Ok. Voilà. Ensuite, éventuellement, je peux venir créer également un nouveau solide à l'extrémité ici. Donc là, comme tout à l'heure, on peut par exemple venir extruder cette surface-là. Alors, de 20 mm. Donc là, on voit que ça part à l'intérieur. Donc là, je vais mettre -20. Alors, -20. Et puis, appliquer. Ok. Donc là, j'ai encore un nouveau solide qui est créé là. À l'extrémité de ce solide là, je vais venir définir un appui. Donc ici, je vais venir définir une partie rigide et un appui rigide au nœud d'extrémité. Alors le nœud n'existe pas encore, donc je vais venir le créer. Donc là, je peux juste prendre un nœud existant, maintenir la touche CTRL, et là il détecte automatiquement le point milieu du cercle, donc le centre du cercle. Donc là je peux venir définir mon appui, donc là je définis un appui rigide hein, pour l'exemple. Ok. Donc là moi j'ai ma première partie du solide, du système de fixation que je souhaite étudier. Maintenant je vais modéliser l'axe ici. Donc là cet axe là il y aura plusieurs méthodes possibles. On peut passer par un solide, on peut passer par des éléments barres, on aura différentes méthodes. Donc là moi je vais passer ici par un élément solide pour créer l'axe. Donc là je vais copier cette surface par exemple. Donc je crée une copie en hop, Y, donc en -Y. Donc là je vais mettre par exemple -35 mm. Ok. Je vais juste venir tracer ici une ligne
là, et je crée les surfaces. Donc là, par exemple, la surface à l'extrémité où je vais venir appliquer ma charge. Donc là, je peux définir une surface rigide de ce côté-là. Ici, une surface quadrangle. Donc cette fois-ci, qui est nulle. OK. Et puis après, je peux faire la même chose de l'autre côté. Alors, après, il y a aussi possibilité de faire directement, de sélectionner une ligne et d'extruder la ligne en surface. Donc là, après, on peut choisir l'orientation. Donc là, on est en Y positif. Et puis là, on avait mis 35 mm. Donc là, il va m'associer un matériau, une épaisseur, mais ça, je peux revenir le modifier juste après. Donc là, je peux venir double-cliquer sur la surface et demander à récupérer la propriété d'une surface existante, donc en utilisant ici cette fonction. OK, je crée ici de nouveau une surface solide, une surface rigide, pardon. OK, et on va ensuite définir le nouveau solide pour l'axe. Donc là, je vais également repasser en transparence, en affichage transparent pour pouvoir sélectionner la surface intérieure. Donc là, je crée le nouveau solide. Ici, donc la surface intérieure, elle est là. Puis après, je sélectionne les autres. Donc automatiquement, là, il me sélectionne les faces extérieures, là, les faces rigides. Pour fermer le solide. OK. Donc là, j'ai le solide de l'axe qui est défini. Ici, si j'applique les charges et que je lance le calcul tel quel, ici, ça va être comme si tout le bloc était un seul solide. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est bien avoir ici, comme si c'était un axe, et qui va être juste venir en compression ici. Et si dans cette zone-là, si jamais ça doit être par rapport à la déformation, ça doit amener à se décoller, à se détacher, on ne doit pas avoir l'axe ici qui doit entraîner cette partie-là pour créer de la traction dans cette partie du solide. Donc ici, on va pouvoir créer une libération de surface. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer une nouvelle libération de surface. Donc je mets le modèle en transparence. Ici, je peux voir ici l'orientation de l'axe local Z de la surface. Et donc, je vais créer ma libération de surface. Donc là, je peux définir ma surface. Donc c'est celle-ci. OK. Et je crée une nouvelle libération, un nouveau type de libération de surface. Donc UX, UY seront libres. Je vais juste renseigner une header pour pas avoir des risques éventuellement d'instabilité ici dans l'exemple. Et ensuite, UZ, ici, on va lui définir une non-linéarité. Donc UZ, il sera fixe si PZ est négatif. Et ici, je vais assigner l'objet libéré, qui est le solide, donc le dernier solide. OK. Donc c'est le solide numéro 4. OK. Pour la libération surfacique, elle s'affiche ici. Et ici, si on veut recontrôler par rapport à ce qu'on a défini comme non-linéarité, c'est bien par rapport au Z négatif. Donc dès qu'on aura un effort, un PZ négatif, bah, l'axe vient en collision. Et dans le cas où on a un PZ positif, du coup, bah là, on n'a plus de lien entre l'axe et les parois. OK. Il reste plus qu'à définir les nœuds ici pour pouvoir venir appliquer la charge. Et donc là, comme tout à l'heure, je crée un nouveau cas de charge. Ici, je désactive encore le poids propre. Je viens juste appliquer une charge au nœud. Donc là, par exemple, en PX, donc je vais mettre par exemple moins 50. OK. Donc de ce côté-là, je peux la copier également de ce côté-là. Au niveau du maillage, donc
il est possible de créer des raffinements de maillage pour les solides. Ou bien après on peut aussi gérer, comme tout à l'heure, les paramètres de maillage et venir gérer ici la qualité du maillage. Donc la longueur visée d'éléments finis pour le maillage global. Donc là je vais laisser comme ça, je vais juste lancer le calcul. Au niveau du modèle. Donc là ici on a bien le calcul qui est fait. Ici on a la déformation, donc toujours ici déformation un peu exagérée parce qu'on a un facteur d'affichage, donc ici de 230. Donc pour se rendre compte effectivement des déplacements, donc c'est quelque chose qui est utile quand on a des faibles déplacements pour voir un peu comment se comporte. Ici on voit bien que au niveau de l'axe, le solide dans cette zone là il vient se décoller du solide principal, et ici il vient bien en collision sur cette zone là et il se déforme même. Donc on a bien la non-linéarité qu'on a définie qui est active, et également du coup derrière on va pouvoir également contrôler la partie résultat, mais cette fois-ci au niveau du solide. Donc ici on peut consulter les contraintes au niveau du solide. Donc là-dessus on va pouvoir notamment isoler les solides qui nous intéressent. Donc là je peux par exemple venir isoler juste ces solides. Ici je peux regarder du coup le code couleur par rapport à l'échelle de couleur pour les contraintes. Je reviens dans la partie résultats. Aussi ici on voit qu'on a du coup les résultats isoband qui s'affichent. Pour les rendus visuels c'est également possible. Alors là je peux double-cliquer par exemple sur l'échelle pour jouer sur les réglages de l'échelle de couleur par rapport aux contraintes que je souhaite afficher. Mais je peux également venir éventuellement afficher avec des transitions douces, donc avec des transitions douces qui peut être intéressant pour les rendus, là juste pour la partie principalement rendu visuel. Ok. Donc là je peux consulter les contraintes du solide, toujours les contraintes von Mises, et éventuellement ici vu qu'on est sur un solide je peux aussi regarder ce qui se passe à l'intérieur du solide. Donc là pour ça je peux notamment utiliser par exemple les plans de coupe. Donc là je vais inverser le côté de la coupe. Donc là je peux définir un pas, ok, et venir jouer, déplacer le plan de coupe. Et par exemple ici si je mets le plan dans le plan YZ, là je peux voir également l'évolution de la contrainte selon cette partie là dans le solide. Ok. Donc, voilà pour cette partie-là, pour la présentation par rapport aux éléments surfaciques et puis aux éléments solides, les possibilités de réglage et de contrôle au niveau du maillage, éléments finis, les raffinements, et puis cette fois-ci on a vu la partie avec RF style surface, et on verra dans un prochain webinaire les autres aspects, notamment avec RF stability, RF imp, et puis également peut-être également on pourra faire quelque chose autour de RF maternel pour tout ce qui est analyse plastique. Donc voilà pour ce webinaire. Pour plus d'informations sur nos solutions, je vous invite à consulter, vous rendre sur notre site internet, donc sur delubal.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn. Vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube, ce qui vous permettra du coup de consulter les vidéos précédentes et toutes les vidéos qui sont publiées. Vous serez également informé de nos newsletters, de nos événements,
et des articles techniques. Donc vous pouvez vous inscrire également à cette newsletter pour recevoir les informations sur nos solutions et les sorties des nouveaux articles. Pour toute information complémentaire ou si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser par mail à info@delubal.fr ou bien vous pouvez également nous contacter au numéro qui s'affiche ici. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.